Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement ? Je vous propose donc, dans chaque épisode, de découvrir l'histoire de celles et ceux qui agissent pour un monde plus durable. Entrepreneurs, intrapreneurs, activistes. Ils agissent avec passion aux quatre coins du monde. En France bien sûr, mais sur tous les continents, pour nous permettre d'espérer demain un monde plus durable. Quelles sont leurs solutions ? Pourquoi ont-ils décidé de se lancer ? Quels sont leurs conseils pour agir à notre échelle ? Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux, c'est déjà agir pour un monde plus durable, car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est durable sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Salel. Comment tu vas, Damien ? Ça va bien, et puis bonjour et merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu présent aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'ai pas encore, suffisamment abordé au sein de Demain est durable, même si on a commencé à l'aborder sur certains épisodes, notamment avec Eugénie de Enercop, à savoir les énergies renouvelables. Et plus particulièrement le photovoltaïque. Vu que tu es expert sur le sujet, je te laisserai te présenter par la suite, mais surtout comprendre ces thématiques-là, comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, comprendre vraiment ce qu'est du photovoltaïque, les bienfaits, les potentielles limites d'un point de vue CO2, impact et mix électrique possible, inimaginable en France et dans le monde. Bref, beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui. Mais avant toute chose, Damien, je te propose de te présenter, c'est la moindre des choses. Donc, qui es-tu, Damien ? Très bien. Donc je suis en fait un ingénieur en énergie-climat. Donc j'ai fait une école d'ingé qui s'appelle INSA de Lyon, en génie énergétique et environnement. Donc c'était une école assez généraliste où on étudiait à la fois la thermique du bâtiment, les machines thermiques et puis le traitement de l'eau et des déchets. Et donc à la fin de mes études, je me suis spécialisé sur tout ce qui était plan climat, air, énergie territoriaux. Et donc j'ai travaillé pour une collectivité territoriale qui s'appelle Valence Romand Agglo. Et donc c'est dans la Drôme, donc au sud de Lyon, avec deux pôles urbains, Valence et Romans. Et donc l'objectif en fait de ces plans climat, air, énergie territoriaux, c'est de planifier la transition énergétique sur un territoire, donc c'est-à-dire ce pôle urbain plus quelque part ce qu'on pourrait appeler l'ARPI. Et donc cette transition énergétique, elle n'est pas seulement énergétique, il y a aussi une transition alimentaire, donc c'est quelque chose vraiment de très global qui se limite pas seulement à l'énergie, mais l'énergie c'est un gros point. Et puis on parle de plan climat, air, énergie territoriaux, donc l'enjeu c'est de traiter l'énergie, mais aussi la qualité de l'air et l'adaptation au changement climatique. Donc en fait j'ai commencé d'abord par une démarche, on va dire, assez généraliste. Et puis, moi, un des gros sujets qu'il y avait dans ce plan climat, air, énergie territoriale, c'était en fait le développement des énergies renouvelables. Et en l'occurrence, sur le territoire, il y en avait essentiellement trois. Donc, c'était l'éolien, le photovoltaïque et la méthanisation. Et puis, après un an et demi, j'ai quitté donc cette collectivité pour travailler dans une association qui est vraiment spécialisée sur le photovoltaïque. Donc, c'est l'association ESPUL. Et donc depuis, je travaille pour cette association. Et donc nous, en fait, notre rôle au sein de cette association, donc on est une sorte d'ONG, donc on n'est pas vraiment financé par des producteurs, on est plutôt financé en fait par l'État, par l'agence de la maîtrise de l'énergie, donc l'ADEME, et par des collectivités territoriales, parce qu'en fait, on a un rôle d'information. Quelque part un rôle de service public pour informer les professionnels, les particuliers sur le photovoltaïque en général. Donc il y a plein de questions en fait qui peuvent être liées à cette énergie, donc pas seulement des questions techniques, il peut y avoir des questions administratives, quelle procédure faire pour installer
faire une installation chez soi. Et donc voilà, depuis donc je travaille pour cette association. Et ben tu es donc au bon endroit pour partager ça avec le public et le privé. Exactement. Euh, bah, on va démarrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux de avant de parler plus en détail de où est-ce qu'on peut se situer sur le photovoltaïque, de redéfinir ce que c'est en fait? Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai souvent on parle d'énergie solaire, hein, mais l'énergie solaire c'est quelque chose en fait de plus vaste que le photovoltaïque parce que en fait avec du solaire on peut faire, il y a plusieurs sous-types d'énergie. Hein. Il y a par exemple le solaire thermique, dont l'objectif c'est de produire de la chaleur et non pas de l'électricité. Donc avec du solaire thermique en général, ce qu'on va faire c'est produire de l'eau chaude sanitaire, par exemple pour alimenter la douche ou l'eau qu'on va utiliser dans la cuisine. Dans certains cas, le solaire thermique peut être utilisé pour... Tu voulais poser une question ? Ouais, non, juste le solaire thermique, c'est quoi exactement du coup? Eh bien, en fait, c'est un capteur dans lequel on va faire circuler de l'eau et qui va être chauffé en fait par le capteur. Et donc, on va faire monter l'eau à peut-être 60 degrés et puis on va ensuite la stocker dans un ballon d'eau chaude. Ok, très bien. Donc, c'est quelque chose d'assez simple en fait en termes de technologie, mais qui en France, c'est une technologie qui a eu du mal à se développer, mais qui s'est beaucoup plus développée dans d'autres pays. Hein. Par exemple, en Israël, quasiment toutes les maisons ont du solaire thermique. Donc c'est quelque part un enjeu social. Et puis après, il y a des technologies qui sont un peu plus rares aussi. Donc on a par exemple, que ce soit aux États-Unis ou dans le sud de l'Espagne, des systèmes où en fait on va mettre énormément de miroirs qui vont capter la lumière du soleil pour la concentrer en un point, dans lequel en fait on va faire tourner une turbine du fait du différentiel de chaleur qui est produit par l'échauffement lié à ces miroirs. Et ça, c'est une technologie beaucoup plus rare et qui permet, là, pour le coup, de produire de l'électricité et sur une électricité qui serait quelque part aussi moins variable, parce que là, on parle d'une chaleur importante qui peut aussi rester un certain temps, y compris même lorsque la nuit tombe. Et puis, la technologie dont on va parler aujourd'hui, qui est le photovoltaïque, bien, le principe, c'est qu'en fait, on va directement convertir les rayons du soleil en électricité. Et donc cette électricité-là, elle a la particularité d'être effectivement variable, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de soleil, on ne produit pas. Mais par contre, quand il y a du soleil ou même quand il y a des nuages, à partir du moment en fait, où on a des photons qui arrivent sur le panneau solaire, eh bien, on peut produire de l'électricité. Ok, donc juste petite question pour moi, pour comprendre la partie miroir qui semble moins du coup qui alterne moins du coup ce que je comprends, la partie électrique, à savoir on peut avoir une électricité plus fiable, même si on va en parler au fur et à mesure de ce sujet-là, hein, d'intermittence, etc. Au fur et à mesure de l'échange. Pourquoi c'est pas plus mis en place? Eh bien parce qu'il faut vraiment beaucoup d'ensoleillement, hein, donc c'est une technologie qu'on peut déployer vraiment dans les endroits très très ensoleillés comme l'Andalousie par exemple ou certaines régions en Californie, et qui aujourd'hui en fait a du mal à être compétitif par rapport au solaire photovoltaïque. Parce que en fait, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que le coût du solaire photovoltaïque a tellement diminué que même cette technologie n'est plus vraiment compétitive. Et donc c'est vrai que quand on regardait il y a 10 ans, on pensait que cette technologie aurait beaucoup plus de place. Et en fait, c'est le photovoltaïque qui, quelque part, a gagné la bataille économique en 2023. Ce qui ne veut pas dire que cette technologie va pas se développer un peu, mais elle sera probablement minoritaire par rapport au photovoltaïque. Donc là, on comprend donc les différences entre le solaire et donc les sous-catégories, disons, des énergies solaires, donc à savoir là le photovoltaïque. Concrètement, quelles sont les projections? Parce que d'abord, je veux partir vraiment du global avant d'aller plus dans le précis de la production, savoir comment c'est produit et de la partie intermittence, création d'électricité, etc. Globalement, sur les projections, que ça soit du GIEC ou même des différentes projections en France ou en Europe, on se situe où par rapport au pourcentage, disons, de photovoltaïque nécessaire pour décarboner notre industrie? Alors, oui, la décarbonation, c'est pas uniquement l'industrie, hein, c'est aussi oui, c'est moi l'industrie de tous les jours, hein, donc c'est vraiment exactement toute l'énergie en fait qu'on utilise. Alors aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est seulement à l'échelle mondiale quelques pourcents de l'électricité qui est consommée dans le monde.
et l'électricité c'est seulement quelques pourcents. Enfin, c'est pas quelques pourcents, c'est peut-être 20 ou 30%, j'ai pas le chiffre exact de l'énergie qu'on consomme dans le monde. Donc aujourd'hui, encore aujourd'hui, le photovoltaïque reste assez minoritaire dans le mix énergétique mondial. Par contre, ce qui va très probablement arriver dans les 10, 20, 30 prochaines années, c'est d'une part que l'électricité va prendre de plus en plus de part dans le mix énergétique mondial, parce que en fait, l'électricité c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace que les autres énergies. Par exemple, quand on parle d'une voiture, une voiture thermique, c'est un rendement qui est très faible. C'est-à-dire quand on va mettre 1 kWh d'essence, par exemple, dans une voiture thermique, eh bien en fait la voiture thermique, elle va avancer de 0,2 kWh d'énergie mécanique. Alors là, ça paraît un peu compliqué, mais en fait c'est une question de rendement, c'est-à-dire que le rendement d'une voiture thermique est très faible. Il est de l'ordre de 20-30%, alors que le rendement d'une voiture électrique, il est plutôt de l'ordre de 90%. Donc en fait, quand on électrifie des usages, lorsqu'on passe d'un système à énergie fossile à un système à l'électricité, eh bien on gagne énormément en efficacité. Et donc ça, c'est une des raisons en fait pour laquelle on va énormément électrifier nos usages dans les années à venir. Et puis l'autre raison, c'est qu'en fait l'électricité, c'est quelque chose qu'on arrive à produire de manière bas carbone. Donc il y a différentes technologies bas carbone qui existent. Donc il y a l'hydroélectrique, l'éolien, le photovoltaïque. Je vais pas toutes les citer, il y en a beaucoup, et le nucléaire. Là, on va citer quelque part les 4 principales qui vont donc se retrouver dans les projections à 2050. Et puis ensuite, en fonction des scénarios, que ce soit du GIEC ou de l'Agence internationale de l'énergie, eh bien chaque énergie va avoir une part plus ou moins importante dans le mix électrique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand on regardait les projections il y a 10-20 ans, le photovoltaïque, il était tout petit dans les projections en 2050. Et puis aujourd'hui, en fait, très facilement, on peut retrouver des proportions dans le mix électrique de futur aux alentours de 30%, voire plus. Et globalement, en fait, c'est la source. Eh bien, parce que son coût a énormément diminué. Pour donner un exemple, en fait, sur le coût, c'est-à-dire que quand on regardait en 2010, le coût du photovoltaïque était aux alentours de 400 € du mégawattheure. Aujourd'hui, on est capable parfois de produire en fait à 40 € du mégawattheure dans le sud de l'Europe, voire même descendre en dessous. Donc 400, 40, on a une division par 10 en 10 ans. Et cette baisse des coûts va probablement se poursuivre dans la décennie. Donc là, on s'attend en tout cas à de fortes baisses encore sur la décennie 2020. On a eu une conjoncture où les prix ont monté du fait de la crise Covid, où il y a eu beaucoup de ruptures d'approvisionnement sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Mais là, on assiste à nouveau à une chute qui devrait se poursuivre probablement jusqu'à 2030. Et donc, ce coût de 40 € du mégawattheure qui fait déjà du photovoltaïque l'une des énergies, voire en fonction des pays, l'énergie la plus compétitive, elle pourrait encore diminuer. Tu parlais de la partie production juste avant. Comment est-ce que on s'est retrouvé du coup à ces prix-là et comment est-ce que c'est réalisé, comment c'est produit en fait cette partie photovoltaïque pour arriver à ces prix-là concrètement? Alors en fait, le photovoltaïque c'est un produit électronique, comme les processeurs qu'on a dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Et donc ces produits électroniques qui sont produits en masse, eh bien ils suivent des lois industrielles qui sont un peu différentes d'autres biens qu'on peut avoir. Un exemple en fait de loi empirique qui suit donc ce type de produit, c'est la loi de Moore. Je sais pas si tu la connais ou si tes auditeurs la connaissent. La loi de Moore, en fait, c'est une loi qui dit que tous les X années, la puissance des processeurs double. Et c'est une loi qui a été vérifiée en fait depuis 40-50 ans. Et donc en fait, le photovoltaïque a lui aussi sa propre loi qui dit que chaque fois qu'on va doubler la puissance installée au niveau mondial, le prix va diminuer de X%. Et cette loi, elle est vérifiée depuis plus de 50 ans. Donc parfois, il y a des conjonctures qui font que on s'écarte un peu de la loi, mais depuis 50 ans, en fait, à chaque fois qu'on s'est écarté de la loi, il y a eu un rattrapage qui fait qu'on est revenu vers cette loi. Et c'est ce qui explique en fait la chute en 10 ans. Eh bien, c'est qu'on a installé beaucoup de photovoltaïque et on a suivi cette loi. Et pour comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a aussi derrière, eh bien, c'est que quand on va installer plus de photovoltaïque, on va faire des économies d'échelle. C'est-à-dire ce qu'on produisait
à l'échelle artisanale et qui coûtait extrêmement cher, eh bien on va le produire à une échelle beaucoup plus grande, et avec ces économies d'échelle, on va pouvoir faire des économies énormes et donc produire beaucoup plus à un prix plus faible. Donc après, on peut expliquer un peu comment on produit du photovoltaïque. Donc je vais pas forcément aller dans tous les détails, mais le photovoltaïque, un module photovoltaïque, c'est essentiellement du verre. C'est 70% de verre. Donc c'est pas la fabrication du verre qui est vraiment un enjeu, c'est la fabrication d'un petit élément qui fait à peu près 2 à 3% de la masse, qui est en fait la partie en silicium. C'est cette partie en silicium qui produit donc cet effet photovoltaïque qui permet de convertir l'énergie solaire en électricité. Et donc cette partie en silicium, eh bien on va l'extraire à partir de quartz. Donc le quartz, c'est un minéral assez abondant sur Terre, qui va servir de ressource, à partir duquel on va faire donc de la silice. La silice, on va la convertir en polysilicium, donc ça va être des lingots en fait de métal, de silicium. Et ce polysilicium, ensuite, on va le faire passer par plusieurs étapes. On va le transformer en tranches, qu'on appelle wafer. Ces wafers, on va les transformer en cellules. Donc pour les faire passer en cellules, en fait, on va faire ce qu'on appelle un dopage. Donc on va mettre des quantités infimes de matériaux en fait dans ce silicium, de manière à ce que ce silicium, qui à la base ne produit pas d'effet photovoltaïque, puisse avoir donc cet effet photovoltaïque lorsque des rayons par exemple du soleil l'impactent. Et donc on a nos cellules, et ces cellules ensuite on va les assembler pièce par pièce en modules. Et donc le module, c'est là où on va mettre la plaque de verre par exemple, qui est l'essentiel de la masse, qui va permettre de protéger ces différentes cellules. Donc c'est comme ça qu'on obtient un module, mais le module en lui-même, c'est pas toute l'installation. C'est vrai que c'est la partie la plus lourde de l'installation, la partie, on va dire, la plus stratégique, mais le module, en fait, quand il va y avoir du rayonnement solaire qui va l'impacter, il va produire du courant continu. Et le courant continu, c'est pas un courant qu'on utilise chez nous en général. Nous, on utilise du courant alternatif. Et donc, à côté de ce module photovoltaïque, il faut qu'on ait un onduleur. L'onduleur, en fait, c'est un dispositif électronique qui convertit du courant continu en courant alternatif. Et donc, avec ça, on va aussi avoir différents dispositifs qu'on va ajouter. Je vais pas aller dans tout le détail, mais donc en fait, voilà, on peut pas raisonner juste avec un module. Il y a aussi des onduleurs qu'il faut ajouter. Il faut aussi qu'il y ait un système de pause, parce que les modules, on va pas les installer tout seul sur une toiture. Il faut qu'il y ait quelque chose qui les tienne sur une toiture. Si on fait un parc au sol, pareil, il faut qu'il y ait un système qui tienne les modules. Et puis, il y a des câblages, il y a des réseaux pour accorder ce système. Donc, on a en fait tout un dispositif, toute une installation qui est autour des modules pour produire cette électricité. Donc tu disais donc en gros le verre, on a le silice qui est du coup basé sur du quartz en grande quantité terrestre. Ça fait donc l'énergie arrive, ça fait du coup un courant continu qui va du coup dans l'onduleur. Enfin, je le schématiserai en mode ouais, très bien. maternelle, on va dire, mais juste pour essayer d'être sûr. Donc ça va du coup, l'énergie va dans le courant, fait du courant, excuse-moi, continu qui va dans l'onduleur qui va du coup, j'imagine, transformer cette électricité, ce courant en pas d'électricité, donc ce courant en courant alternatif qui va ensuite potentiellement dans le réseau. C'est ça en gros à peu près exactement, voilà. Exactement, le chemin. ça va, je me fais comprendre, c'est bien. Ok, donc là on a, sur cette création, disons de photovoltaïque, le quartz, tu parlais du quartz, donc est-ce que c'est un enjeu de plus en avoir à terme au vu de la quantité de photovoltaïque qu'on est censé développer pour décarboner nos sociétés? Alors, il y a des enjeux forcément sur les matériaux, mais pas au niveau du quartz. S'il peut y avoir des enjeux, c'est les plus gros enjeux en fait, ils sont sur vraiment la chaîne de valeur industrielle. C'est-à-dire, l'enjeu c'est pas forcément tant les matériaux qu'on va extraire que qui les fabrique. Et aujourd'hui, sur cette chaîne de valeur, ceux qui ont vraiment la mainmise quelque part, c'est les Chinois. Donc là, il y a un gros enjeu de relocalisation de la production industrielle, que ce soit sur la partie fabrication du polysilicium, et donc ces fameux lingots qu'on va utiliser pour ensuite faire des wafers et des cellules, mais également sur la fabrication des cellules et la fabrication des modules. Aujourd'hui en Europe, en fait, on fabrique encore pas mal de polysilicium,
Il se trouve qu'en fait, en Allemagne et en Norvège, on a quelques gros fabricants, mais qui ont été pas mal affectés là par la crise énergétique, hein, parce que forcément, en fait, fabriquer du silicium, c'est la partie qui est la plus énergétique dans la chaîne de valeur. Donc, il faut beaucoup d'électricité pour fabriquer du silicium. Et vu que les prix ont beaucoup monté au cours de l'an dernier, eh bien, le marché européen est devenu moins compétitif par rapport à d'autres marchés. Et donc là, il y a un vrai enjeu sur cette chaîne de valeur industrielle. Par contre, il peut y avoir aussi quelques enjeux sur les matériaux, mais pas forcément ceux à quoi on pense. Donc moi, ce que je t'ai décrit tout à l'heure, c'était le verre et le silicium. J'ai parlé d'environ 110% de verre, 3% de silicium, ça fait pas encore 100%. C'est-à-dire qu'il y a d'autres matériaux dedans. Donc dans les autres matériaux, on va retrouver pas mal en fait d'aluminium. Donc ça peut être 10-13%, hein, ça dépend forcément des modules. Donc l'aluminium, c'est ce qui va faire le cadre. Bon, l'aluminium, il n'y a pas non plus de gros enjeux, hein, c'est un matériau qui est très abondant. Après, on va aussi avoir du plastique. Donc, on va avoir différentes formes de plastique, ça peut être de la colle ou d'autres formes de plastique qui vont par exemple se retrouver à l'arrière des modules ou qu'on va utiliser pour coller les différents éléments du module. Donc là, non plus, il n'y a pas de gros enjeux. L'enjeu ici, il est plutôt au niveau du recyclage, c'est-à-dire que le plastique, on va pas forcément bien réussir à le valoriser en termes de recyclage. C'est des choses qui vont, quand on va le valoriser, on va plutôt les brûler, par exemple. Et puis après, en fait, il y a des petits matériaux qu'on va mettre à côté du silicium. Et donc ces petits matériaux, ça va être le cuivre, mais qui est pas, qu'on va pas utiliser en très grande quantité dans les modules, mais qui peut être un enjeu plutôt en fait sur les autres aspects. Hein. Comme je disais, en fait, le photovoltaïque, c'est pas juste des modules. On va raccorder le photovoltaïque. On va mettre aussi des câbles entre les modules, l'onduleur et les différents éléments du dispositif. Eh bien, si on utilise du cuivre pour ces câbles, eh bien le cuivre, on sait que d'ici 20-30 ans, il pourrait y avoir des tensions sur ce matériau. Mais un des matériaux pour lequel on a le plus de tension, c'est l'argent. Parce que comme pour nos téléphones, comme pour nos ordinateurs, on utilise dans certains contacts, en fait, au niveau des cellules, de l'argent, parce que c'est un excellent conducteur. Et donc, certes, en fait, depuis 10 ans, en fait, on a énormément amélioré les procédés, c'est-à-dire qu'on utilise de moins en moins d'argent, mais pour autant, quand on voit la demande en module, il pourrait y avoir des tensions sur ce matériau, mais là aussi, il faut pas non plus exagérer en fait ces tensions, dans le sens où bien, ça fait 10 ans en fait qu'on diminue très très fortement l'usage d'argent pour les modules. Cet usage va encore diminuer dans la décennie. Et puis, si on n'arrive pas en fait à mettre de l'argent parce que ça coûte trop cher, eh bien, on aura probablement la possibilité de substituer par un autre matériau qui pourrait être par exemple le cuivre. Parce qu'en fait, l'argent, en fait, on l'utilise vraiment en de très faible quantité. Donc, même s'il peut y avoir des tensions sur le cuivre, les tensions sur le cuivre, en fait, on les a quand on fait des gros câbles. Mais là, ce dont je parle, c'est vraiment des tout petits bouts de cuivre qu'on met au niveau des contacts. Donc, même s'il y a des tensions dans 10 ans, 20 ans sur le cuivre pour faire des câbles, ces tensions ne seront pas vraiment importantes pour les contacts des cellules. Ok, c'est clair là-dessus sur sur l'extraction de ces différentes parties, le cuivre, l'aluminium et autres. Est-ce qu'il y a des sujets sur la manière dont c'est extrait, parce quand on pense à l'extraction des minerais de manière globale, on pense à tout ce qui va derrière. J'en avais parlé avec Agnès Crépet de Fairphone notamment sur cette partie-là. Est-ce que c'est un sujet aussi pour la partie photovoltaïque ou pas? Alors, de toute façon, en fait, à partir du moment où on extrait quelque chose, il y a toujours un sujet. Il y a toujours un sujet. Alors, si tu as parlé par exemple des téléphones, peut-être qu'il y avait ce sujet du cobalt ou des terres rares, qui là pour le coup pose aussi des questions plus importantes, par exemple en termes de travail des enfants ou de travail dans des mines artisanales au Congo. Ouais. Il n'y a pas de cobalt dans les modules photovoltaïques, il n'y a pas de terres rares dans les modules photovoltaïques, mais par contre, l'extraction du cuivre, ça se fait essentiellement par exemple dans des très très grandes mines, par exemple au Chili, des mines industrielles, donc on n'est pas du tout sur le même type de mine, hein, c'est pas les fameuses mines de cobalt, mais il y a quand même des enjeux sur la pollution. À partir du moment où on extrait un matériau, il y a toujours un enjeu sur la pollution. En fait, la question qu'il faut se poser après, c'est est-ce qu'on veut forcément que les mines soient dans des pays qui ne sont pas des démocraties? Donc là, il y a un enjeu aussi. Alors, c'est vrai que nous, pour le coup, on n'a pas forcément beaucoup de cuivre, je pense, en Europe.
Donc en fait, il faut identifier de bons fournisseurs qui quelque part ont une politique qui limite quelque part les dégâts sur l'environnement. Et puis en fait, tout ce qu'on peut localiser en Europe, il y a un enjeu aussi à se poser une question, mais est-ce qu'il faudrait pas qu'on relocalise chez nous, parce que chez nous, on maîtrise au moins nos procédés et on sait qu'on va pas faire travailler des enfants dans nos mines. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais aussi pour recadrer un peu le sujet, ce qui est assez étonnant en fait par rapport à ces enjeux miniers, c'est que depuis quelques années, on se pose énormément de questions sur le fait que peut-être que la transition énergétique, elle serait pas si verte que ça, parce que on extrait des minéraux qui sont polluants. Mais ce qu'on oublie en fait, c'est que quand on produit de l'électricité à base de photovoltaïque, on vient remplacer des énergies fossiles. On vient remplacer du pétrole, du gaz, du charbon. Et ces énergies qu'on vient remplacer, en termes de pollution, en termes de droits humains, elles posent aussi des questions qui sont peut-être un poil plus importants. Là, par exemple, aujourd'hui, quand on installe du photovoltaïque en France, ce qu'on vient remplacer, c'est du gaz, essentiellement. C'est-à-dire que quand on injecte de l'électricité sur le réseau en France, nos centrales à gaz vont moins tourner, ou on va exporter ou moins importer d'électricité de la part de nos voisins, qui eux-mêmes utilisent des centrales à gaz ou des centrales à charbon. Donc, faire du photovoltaïque en France, c'est moins de charbon, moins de gaz. Et là, on peut se poser la question de ce charbon, quel impact sur l'environnement lorsqu'on l'extrait dans des mines en Allemagne. Ce gaz qui est importé, par exemple, alors auparavant c'était de Russie, hein, donc la Russie, la guerre en Ukraine, hein, donc on sait que là il y a quand même des grandes questions. Aujourd'hui, ce gaz provient soit de LNG américain, soit de LNG provenant du Qatar. Alors il n'y a pas que ça, et on a aussi d'autres fournisseurs. Il y a l'Algérie, la Norvège, mais là aussi il y a quand même des questions à se poser. Si on pouvait moins importer de LNG, là aussi il y a des enjeux qui concernent à la fois l'environnement et les droits humains. Et donc, quoi qu'il arrive, en fait, on va aller vers des technologies qui auront toujours un impact sur l'environnement. Donc l'enjeu ensuite, c'est de choisir celles qui ont le moindre impact, de trouver des fournisseurs qui, eux aussi, sont dans une démarche qui limite les impacts. Donc on n'empêchera jamais les impacts, mais l'idée, c'est de les limiter au maximum. Et puis après, ça pose la question de la sobriété, c'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de consommer autant d'énergie ? Ça, c'est des questions à poser. Hein. Et pour autant, là aussi pour nuancer, la sobriété ne fera pas tout. Même si on s'oriente vers un scénario très très ambitieux sur la sobriété, comme on a pu le voir, on va en développer un peu plus tout à l'heure sur les scénarios de transition énergétique, on s'oriente vers une augmentation de la consommation d'électricité. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, hein, l'idée c'est que dans les 10, 20, 30 années à venir, l'électricité remplace peu à peu les énergies fossiles dans notre mix énergétique. Donc nous, actuellement en France, on consomme environ 26, dans notre mix énergétique, on a à peu près 25-26% d'électricité. Tout le reste, c'est soit des énergies fossiles, soit des énergies renouvelables thermiques. Donc l'énergie renouvelable thermique, c'est la principale, c'est le bois énergie. Quand on se chauffe à partir de bois, avec un poêle à bois ou une cheminée à foyer ouvert, eh bien, on utilise de l'énergie renouvelable thermique. Lorsqu'on a des panneaux solaires thermiques, idem. Lorsqu'on fait de la géothermie, c'est aussi une forme qui peut être une forme d'énergie renouvelable qui peut être thermique. On peut aussi produire de l'électricité avec la géothermie, mais en France, c'est essentiellement de la chaleur. Et puis, dans ce mix énergétique, on a environ 60% d'énergie fossile. Donc, essentiellement du gaz et du pétrole. Le pétrole, plutôt pour se déplacer. Donc, c'est ce qui va alimenter l'essence et le diesel. Et le gaz, beaucoup pour se chauffer, mais aussi pour des procédés industriels. Et donc l'idée, c'est que on remplace là, dans les 30 années à venir, au maximum, déjà que par exemple la voiture thermique disparaisse quasiment d'ici 2050 et qu'elle soit remplacée par des véhicules électriques. Et donc là, c'est là où l'enjeu de sobriété va se poser, hein, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, il va falloir massivement développer la voiture électrique. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de véhicules qu'aujourd'hui ? Est-ce que ces véhicules doivent être aussi gros ? Est-ce qu'il faut des SUV ? Ou plutôt des véhicules plus petits ? Et ça aura un double impact, c'est-à-dire que si on prend des gros véhicules, il faudra plus de minéraux pour fabriquer ces véhicules. Donc ça, c'est un premier impact, mais il faudra également plus d'électricité pour les alimenter. Et donc cette électricité, elle aura aussi des impacts parce qu'il faudra avoir des dispositifs pour produire cette électricité. Donc ça veut pas dire que si on compare par exemple un SUV thermique et un SUV électrique, le choix il est vite fait. Hein. Le SUV électrique est bien meilleur du point de vue environnemental que le SUV thermique.
Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller plus loin en termes de sobriété et plutôt privilégier des petits véhicules, voire même, si c'est possible. Moi, par exemple, j'ai le permis, mais je conduis pas. Dans certains cas, on peut très bien se passer de voiture, en fait. Je recommande justement sur cette thématique-là un échange que j'ai pu faire avec Aurélien Bigot, où on aborde Ouais. justement toutes ces thématiques-là de taille de véhicule, de compréhension au global de où est-ce qu'on peut situer avec les voitures électriques. Et en effet, comme tu disais, toute la partie sobriété, mais c'est important de le rappeler épisode après épisode que on pourra pas remplacer tout ce qu'on a actuellement, faire tel quel en remplaçant par du full électrique, quel que soit le secteur, parce que de toute manière on n'y arrivera pas, que ça soit en quantité de métaux minéraux, etc. Disponibles, et de toute manière de réduction et limitation du changement climatique. Donc de toute manière on n'y arrivera pas, donc il faut dans tous les cas passer par une partie de sobriété. Tu parlais juste avant de continuer sur les autres parties, à savoir les scénarios, etc., qu'on va discuter aussi, sur le photovoltaïque. Plus particulièrement par rapport on a parlé du coup des matériaux, disons, de ce qui fait le photovoltaïque et des limites potentielles, même si, comme tu dis, il faut regarder le global à chaque fois. Hein. Donc c'est la conclusion quand même de ce qu'on a pu dire juste avant et de ce qu'on remplace. Sur le CO2, sur les émissions Oui. de gaz à effet de serre, où est-ce qu'on se situe par rapport au voltaïque? Comment est-ce qu'il faut comprendre cet enjeu-là, en fait? Parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus, Ouais, tout à et fait. juste Ouais. pour le comprendre mieux. Alors, bon, il n'y a pas de débat sur le fait que le photovoltaïque, c'est une énergie bas carbone. Ça, c'est un consensus scientifique qui est bien établi depuis des années. Ceux qui diront le contraire, clairement, faut pas les écouter. Maintenant, la question c'est pourquoi on qualifie le photovoltaïque d'énergie bas carbone? Eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est une analyse en cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va regarder la quantité de CO2 qu'on va émettre pour fabriquer le module. Parce que quand le module produit de l'électricité, il n'émet pas de CO2. Il n'y a pas de combustible qui est lié à l'utilisation d'un module. Pareil, quand on le recycle, en fait, on va même diminuer les émissions de CO2 parce que quand on va recycler un module, par exemple, pour fabriquer, alors c'est quelque chose qui va bientôt arriver en fait dans quelques années, c'est-à-dire qu'on commence à développer des technologies pour fabriquer de nouveaux modules à partir d'anciens modules en les recyclant. Eh bien, quand on recycle un module, on va consommer moins d'énergie que si on avait extrait le matériau depuis, par exemple, depuis du quartz avec un raffinage. Donc en fait, le recyclage, c'est quelque chose de vertueux qui va même diminuer les impacts. Donc en fait, la seule phase qui est vraiment polluante, c'est la phase fabrication. Et en particulier, par exemple, la fabrication des lingots de polysilicium. Hein, donc quand on va raffiner le quartz pour fabriquer de la silice, puis la silice, on va la traiter pour que on crée des lingots de polysilicium qu'on va ensuite fondre pour faire des lingots monocristallins. Et bien tout ça, c'est des procédés qui consomment beaucoup d'électricité en fait. Et vu qu'aujourd'hui l'essentiel de ces lingots sont fabriqués en Chine et qu'en Chine une bonne partie de l'électricité provient de charbon, eh bien c'est une partie qui est très polluante. Mais pour autant, quand on met donc cette pollution au regard de la production du module sur l'ensemble de sa durée de vie, eh bien on arrive à des chiffres qui sont relativement bas, y compris pour des modules chinois, donc des modules fabriqués avec du charbon, enfin de l'électricité au charbon. On arrive aujourd'hui aux alentours de 30 grammes CO2 par kilowattheure. Pour comparaison, le nucléaire français, on est entre 4 et 6 en fonction des estimations, donc c'est plus polluant que le nucléaire français, mais en termes d'ordre de grandeur, il y a vraiment une différence très faible. L'éolien, on est aux alentours de 12. L'hydroélectrique, on est aussi à peu près dans ces ordres de grandeur-là. Et comparé aux fossiles, eh bien, quand on va regarder par exemple des centrales à gaz, on est au minimum à 400. En fonction des estimations, on peut même monter à 600. Si on prend en compte par exemple les fuites de méthane. Le fuel, on est à plus de 700. Et le charbon, on peut être à 900, voire 1000 grammes CO2 par kilowattheure. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que par rapport à la moins pire des énergies fossiles, entre le photovoltaïque et le gaz, par exemple, on a plus d'un facteur 10 en termes d'émissions. Donc c'est pour ça qu'on parle d'énergie bas carbone, en fait. Les énergies bas carbone, c'est celles qui ont un facteur 10, par exemple, avec les énergies fossiles en termes d'émissions de CO2. Et ce qu'il faut voir, c'est que demain,
si on fabrique du photovoltaïque à partir d'une énergie bas carbone, vu que, comme je l'ai dit, en fait, pour fabriquer du photovoltaïque, il faut essentiellement de l'électricité pour alimenter des fours électriques, eh bien, la pollution émise par le photovoltaïque va être fortement diminuée. Par exemple, il y avait l'ADEME qui avait fait une étude qui avait estimé que globalement, si on relocalisait l'ensemble de la chaîne de valeur en France, où on dispose d'une électricité bas carbone, eh bien, on pourrait diviser les émissions liées au photovoltaïque par 2, par rapport à des modules chinois. Donc, pour compléter, par contre, il peut y avoir un autre sujet en fait, et c'est ça qui fait débat en France, c'est que pour certaines personnes, et je pense notamment à Monsieur Jancovici, quand on installe du photovoltaïque en France, on remplace du nucléaire. Et donc, quand on fait ce calcul-là, on considère que le photovoltaïque remplace du nucléaire, eh bien c'est sûr que le calcul n'a pas l'air bon, puisque forcément, on compare une énergie qui est peut-être à 30 grammes CO2 par kWh avec une énergie qui a 6 grammes CO2 par kWh, et bien forcément, là, on a l'impression qu'on pollue plus. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé en France, en fait. Ça s'est jamais passé. En France, le photovoltaïque et l'éolien ont toujours remplacé des énergies fossiles, soit en faisant moins tourner nos centrales thermiques charbon, gaz en France, soit en améliorant notre balance commerciale. C'est-à-dire que parfois, quand on a des surplus d'électricité, en fait, on va l'exporter chez nos voisins qui, eux, vont moins utiliser leurs centrales thermiques fossiles. Et quelque part, c'est la même chose pour le père de Flamanville, hein, parce que le père de Flamanville, si on avait réussi à le mettre en service, une bonne partie de sa production aurait été exportée chez nos voisins. Mais l'important, quelque part, c'est le climat. C'est-à-dire que du coup, pourquoi est-ce qu'on a ces approximations sur cette thématique-là? Pourquoi est-ce qu'on quand je dis on, c'est Monsieur Jancovici et toutes les personnes qui s'y connaissent, hein, probablement, mais sur ces thématiques-là, comment est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça peut remplacer en fait? Alors, bon, je pense que sur le pourquoi, c'est des questions qu'il faudrait poser aux personnes qui quelque part répandent ce type Moi, je juge carrément que pour moi, ce sont des fausses informations, hein, puisque il y a eu des notes de RTE qui viennent contredire ces informations, et donc il faudrait arrêter de les propager. Et j'espère que tes auditeurs, du coup, ne les propageront plus. Maintenant, sur la question technique, hein, comment on a réussi à prouver ça, eh bien, en fait, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet, notamment de RTE. Donc, RTE, c'est le gestionnaire de réseau de transport. Donc, c'est réseau de transport d'électricité en France. Donc, c'est un organisme qui est chargé, en fait, de l'équilibre offre-demande. C'est eux qui s'assurent qu'à chaque instant, on ait autant de consommation que de production à l'échelle française pour éviter que le réseau s'effondre et qu'on ait un blackout. Et donc eux, en fait, ils sont très compétents sur ce sujet, donc ils comprennent bien ces enjeux sur les flux d'électricité, et ils ont remarqué, en fait, dans le débat public, qu'il y avait beaucoup d'opposition, en fait, aux énergies renouvelables qui, selon pas mal de personnes, remplaceraient du nucléaire. Et donc, c'est pour ça qu'en 2019, ils ont fait une note pour dire, non, c'est faux. L'ADEME est venu confirmer ses propos, hein, donc ils ont fait une étude avec Artelis. Et en fait, ce que eux ils ont fait, c'est qu'ils ont simulé le mix électrique, en fait, tel qu'il aurait pu agir sans présence d'éolien et de photovoltaïque. Et la conclusion qu'ils en ont tirée, c'est qu'on aurait utilisé plus de centrales fossiles, ou nos voisins auraient utilisé plus de centrales fossiles, que ce soit du gaz ou du charbon. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, du coup, mais. Si, totalement. Si, moi, je mettrai les potentiels liens, si tu pourras me les partager dans les notes de l'épisode, ça permettra aussi de lire en détail ce qui est marqué, parce que c'est toujours intéressant de comprendre ce que dit la RTE, ce que dit l'ADEME, etc. C'est toujours des rapports qui sont passionnants à lire pour ceux qui adorent les rapports comme moi. Tu parlais d'un sujet juste avant, parce que en fait on l'aborde à peu près. C'est la partie on va un peu loin de la partie intermittence. Enfin, dans ce que j'ai compris un peu de cette thématique-là, même si je veux pas aller dans le détail parce que l'objectif c'est que tu répondes surtout. J'ai l'impression qu'il faut du coup d'autres types d'énergie pour compenser. D'autres types d'électricité, donc d'autres types d'énergie, pour compenser l'intermittence potentielle de type photovoltaïque, etc. Comme tu en disais au début, s'il y a plus de soleil, il y a plus d'électricité créée. Ouais. Comment ça se passe sur cette thématique-là, et
comment faire en sorte que ça soit pas, disons, compensé par du thermique justement, par du fossile, excuse-moi, par du fossile. Ouais, bien sûr. Donc en fait, de toute façon, c'est un sujet qui est assez complexe, mais la problématique qu'on peut observer en fait dans beaucoup d'analyses, c'est que beaucoup de gens qui vont dire on va remplacer ça par ce qu'on appelle dans le jargon souvent ils appellent ça le backup gaz fossile, c'est qu'en fait les personnes qui vont défendre cette vision des choses, ils vont vraiment raisonner de manière réductionniste. C'est-à-dire qu'ils vont isoler le système, ils vont considérer par exemple un système 100% éolien, un système 100% solaire, et puis ils vont pas raisonner en termes de mix énergétique, c'est-à-dire que se passe-t-il quand on combine les différentes énergies entre elles, donc par exemple solaire, photovoltaïque, hydroélectrique, nucléaire, et quand on les combine tous ensemble, eh bien est-ce qu'on a vraiment besoin de gaz fossile? Et donc ça en fait, pour faire ce type d'analyse, il faut faire une étude assez complexe. C'est pas une seule personne qui va le faire, hein. Donc soit faut être chercheur spécialisé dans le domaine, soit faut s'appeler RTE ou l'ADEME. Et donc ces personnes-là ont fait des études sur le sujet. Donc il y a eu l'étude ADEME qui a été publiée en 2021, et en 2021 il y a aussi la publication de l'étude RTE, donc Futur énergétique 2050. Et donc dans ces études, ils ont fait différents types de scénarios où ils simulent le mix à horizon 2050 avec différents types de mix. Donc ils ont notamment RTE a fait une étude 100% énergie renouvelable à 2050, 2 scénarios à 2060, 100% renouvelable, et puis 3 scénarios avec relance du nucléaire, plus ou moins forte, la plus forte pouvant monter jusqu'à 50%, qui est une limite en fait haute, liée à la capacité industrielle française, et non pas, comme beaucoup l'ont cru, liée à la loi pour la transition, la LTECV, qui avait fixé une limite de 50% nucléaire, mais en fait RTE n'a pas du tout pris en compte cette limite. RTE, ils se sont basés sur ce que leur ont dit EDF, sur leur capacité à construire de nouveaux réacteurs, et globalement en 2050, la limite c'est environ 50% nucléaire, et ça pourrait même être moins si on n'arrive par exemple pas à prolonger les réacteurs au-delà de 60 ans, on serait probablement limité à 40% voire moins de nucléaire dans notre mix. Donc quoi qu'il arrive en fait, on va devoir développer massivement l'éolien et le photovoltaïque, qui pourrait représenter 50% à 100% de notre mix électrique d'ici 2050-2060. Alors le 100% me paraît peu probable, dans le sens où la décision semble actée de relancer la filière nucléaire en France. Donc en fait l'enjeu ça va plutôt être entre 50 et mettons 80% d'énergie renouvelable. Donc la question pour la France ça va être comment on gère quand il n'y a pas de vent, pas de soleil? Eh bien déjà en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand on combine ces différentes énergies entre elles, eh bien leur variabilité en fait elle se compense par ce qu'on appelle le foisonnement. Alors le foisonnement, beaucoup pensent que c'est magique. Quand on parle de foisonnement, on se dit ça résout tous les problèmes. Personne n'a jamais dit ça en fait. C'est-à-dire que quand on va faire du foisonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand il y a du vent à Marseille, il peut ne pas y en avoir par exemple en Normandie. Et inversement, quand il y a du vent en Normandie, il peut ne pas y en avoir à Marseille. Donc ça permet, quand il y a du vent dans un endroit et pas ailleurs, ça permet de compenser quelque part cette variabilité. De même, parfois en hiver, notamment en plein milieu de la journée, on peut avoir ce qu'on appelle des anticyclones, qui font qu'il y a très peu de vent dans toute la France, voire même dans une grande partie de l'Europe. Et bien, quand on a un anticyclone, très souvent il fait beau. Et quand il fait beau, il y a du soleil. Donc on peut produire du solaire. Donc ça veut dire que l'éolien, par exemple, se combine très très bien avec le photovoltaïque, qui permet de compenser quelque part une partie de la production lorsqu'il n'y a pas de vent. De même, ce qu'on va développer dans les années à venir, c'est des interconnexions, c'est-à-dire si on n'a pas de vent en France, on aura peut-être du vent en Suède. L'été, par exemple, si on n'a pas beaucoup de vent dans le nord de l'Europe, on aura beaucoup de soleil dans le sud de l'Europe, qui permettra d'alimenter nos réseaux dans toute l'Europe. Et donc, il y a toujours cette combinaison. De même aussi, quand en fait on va produire le jour, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de soleil, ou quand il y a beaucoup de vent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter l'usage de notre hydroélectricité. En fait, notre hydroélectricité, c'est comme d'immenses batteries. Alors, dans les batteries, en fait, il y a 3 types d'hydroélectricité. On va essayer de les citer. Donc, il y a ce qu'on appelle l'hydroélectricité, au fil de l'eau. Donc, c'est les barrages qu'on va avoir le long des fleuves ou des grandes rivières.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle une production fatale, c'est-à-dire que l'eau coule, donc on produit quand l'eau coule. Donc ça, on va pas forcément beaucoup utiliser ce levier-là parce que on produit quand on peut en fait. Par contre, ce qui peut servir de grosse batterie, c'est des grands barrages de montagne, comme par exemple le barrage de Serponçon. Mais là, en fait, on a un immense lac qu'on va utiliser pour gérer les grands pics de consommation. C'est-à-dire, en fait, on va pas l'utiliser en permanence, on va vraiment l'utiliser dans les moments où on manque vraiment d'électricité sur le réseau, et donc on va le mettre à puissance maximale vraiment, par exemple, l'hiver à 19h quand il n'y a pas de soleil, ou quand il n'y a pas beaucoup de vent. Et donc, l'intérêt de la production solaire et éolienne, ça va être de moins utiliser ces barrages pour garder des stocks dans les moments où on va manquer de soleil et de vent. Et puis après, on a un troisième type d'hydroélectricité qui est la steppe. Donc la steppe, en fait, là pour le coup, c'est vraiment une batterie géante, dans le sens où, en fait, quand on va avoir beaucoup de surproduction, on va pomper de l'eau en bas de la vallée pour la faire remonter au niveau donc du barrage, et puis ensuite on va inverser la donne, en fait, on va turbiner cette eau lorsqu'on va avoir besoin d'électricité. Donc voilà, ça c'est les trois types de barrages. Et effectivement, j'ai pas répondu encore à toute la question parce que c'est un sujet un peu compliqué. Mais déjà avec ça, on peut faire énormément de choses. C'est-à-dire que selon RTE et l'ADEME, en fait, juste avec les interconnexions et notre hydroélectricité, et puis la combinaison en fait de notre nucléaire et de tous nos moyens de production en France, eh bien en fait, on pourrait tout à fait gérer un mix basé à plus de 50 voire 60% d'énergie renouvelable, rien qu'avec ça. Et donc ça étonne, hein, parce qu'on se dit, il n'y a pas de vent, pas de soleil, comment on fait? Eh bien, rien que ça, en fait, c'est déjà suffisant. Et en fait, les gros enjeux commencent à arriver lorsqu'on va dépasser, mettons, 70-80% d'énergie renouvelable. Et donc là, il faut d'autres technologies pour aller plus loin. Alors, une des technologies, c'est la batterie, par exemple. La batterie, ça permet essentiellement de stocker à la journée, voire même, en fait, au niveau de quelques heures. Donc, c'est très, très intéressant avec le photovoltaïque. Parce que le photovoltaïque, on va produire beaucoup le jour, et donc il faut avoir un dispositif qui permet d'absorber ce pic de consommation, et ensuite on va pouvoir restituer une partie de cette production au moment des pics, par exemple en début de soirée. Mais pour autant, là aussi, je sens, enfin à chaque fois j'entends des gens qui disent ouais, mais il faut développer plein de stockage avec le photovoltaïque. C'est faux. Là, pareil, RTE a fait dans son étude, ce qu'ils ont identifié, c'est que même déjà en fait dans les scénarios où on va pas au-delà de 50-60% d'énergie renouvelable, la batterie est quasiment inutile. On n'a même pas besoin de la développer. Et dans les scénarios où on vise 100% énergie renouvelable, globalement pour 1 gigawatt de batterie, on peut avoir 6 gigawatts de photovoltaïque. Donc c'est pas du 1 pour 1 en fait. C'est pas du tout du 1 pour 1. C'est quand tu dis juste par rapport à la batterie, parce que je connais moins bien ce sujet-là, enfin je connais pas, même très peu ce sujet-là. Ça veut dire que c'est quoi? C'est juste une unité, disons, de stockage qu'on rajoute, qui j'imagine pareil avec de l'extraction, etc., qui permet d'aller juste garder de l'électricité sous le coude, en plus de la partie, tu parlais d'hydroélectricité, etc., pour remettre ensuite dans le réseau au moment où si Exactement. jamais on a plus de vent, plus rien, etc., et qu'il faut du coup aller pomper plus, entre guillemets, redonner du coup de l'élan au réseau, c'est ça? C'est ça. Donc les batteries, en fait, c'est les mêmes batteries qu'il y a dans les voitures électriques. Alors c'est pas tout à fait les mêmes. En fait, c'est ce qu'on appelle des batteries stationnaires. Et d'ailleurs, vu que je parle de véhicules électriques, il y a en tout cas des projets de faire ce qu'on appelle du véhicule to grid, c'est-à-dire que plutôt que d'installer des batteries spécifiquement utilisées pour donc le réseau, on pourrait en fait utiliser directement les batteries de nos voitures électriques pour au moment où le réseau a des besoins importants en termes de consommation d'électricité, injecter en fait une partie du stock de la batterie de la voiture électrique dans le réseau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le véhicule to grid. Mais même en fait sans aller aussi loin, parce que il y a un enjeu d'acceptabilité, c'est-à-dire est-ce que les propriétaires de voitures individuelles voudront perdre peut-être un peu de capacité de batterie pour rendre ce service, hein. Donc ce serait un service qui serait rémunéré, bien entendu, hein. Ils feraient pas ça gratuitement. On pourrait en fait, pareil sur les véhicules électriques, comme on le fait aujourd'hui avec nos ballons d'eau chaude, placer en fait la recharge des véhicules au bon moment. Nous, ce qu'on a fait en France, c'est que dans les années 80-90, en fait, on avait un gros problème, c'est que le nucléaire pour que ça marche bien, le nucléaire, il faut quand même produire en base.
on peut moduler fortement la production nucléaire. Donc c'est quand même une énergie qui peut être pilotable, mais lorsqu'on ne produit pas, sachant que c'est une énergie qui a des coûts fixes très importants, eh bien ça dégrade la rentabilité du parc nucléaire. Et donc, vu qu'on a construit énormément de réacteurs nucléaires en France dans les années 80-90, eh bien on avait un défi, c'était comment on fait la nuit. Parce que la nuit, on continue à produire et il y a personne qui consomme parce que les gens dorment. Et donc ce qui a été mis en place, c'est nos STEP. Donc les STEP, c'était ces fameux barrages, donc ces fameuses batteries géantes où on va pomper de l'eau dans la vallée pour ensuite la faire remonter en haut, dans les montagnes. Et donc ces batteries géantes, elles permettent justement de gérer ce besoin de flexibilité la nuit. C'est-à-dire, on continue à produire la nuit, on remplit ces vallées pour ensuite apporter un besoin de puissance au moment des pics en journée. Donc ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, on a mis en place le système Air-Cruiser-Plane. Et donc ce système Air-Cruiser-Plane, c'est notamment ce qui fait que nos ballons d'eau chaude, le plus souvent, se rechargent la nuit, par exemple, entre minuit et 4 heures du matin. Et donc ça, c'est pour faire appel, justement, enfin pour trouver des consommations et décaler un maximum d'usage du jour vers la nuit, parce qu'on avait une surproduction la nuit. Demain, dans un système où on aura beaucoup de photovoltaïque, on pourra tout à fait décaler cette surproduction photovoltaïque qui est calée plutôt sur le midi solaire, et bien trouver des nouveaux usages, comme par exemple la recharge des véhicules électriques, ou par exemple la recharge de nos ballons d'eau chaude, plutôt que de la caler la nuit, on pourra la caler au midi solaire. Donc ça, c'est aussi quelque chose, parce que souvent on a l'impression, il y a beaucoup de caricatures sur le domaine, quand on nous dit le train partira pas à l'heure, ou on va arrêter l'opération, parce qu'il n'y a pas de soleil pas la nuit. Personne n'envisage ça. Ce qui est envisagé, c'est vraiment des décalages d'usage qui, par exemple, la machine à laver. Est-ce qu'on a besoin de lancer la machine dans des heures qui sont pas les heures les heures solaires? On le fait déjà en fait. C'est des choses qu'on fait déjà quand on est en heure creuse, heure pleine. On essaie en général, notamment tout ce qui est électroménager, de le lancer au moment des heures creuses. Eh bien ça, c'est quelque chose qu'on pourrait davantage développer, qu'on pourrait aussi davantage cibler sur certaines heures plutôt que juste avoir un système heure creuse, heure pleine. Il y a déjà des tarifs qu'on appelle EJP par exemple chez EDF qui permettent de cibler davantage des heures notamment où on va inciter plus fortement les personnes à ne pas consommer parce que c'est les heures les plus chargées de l'année. Donc il y a plein de choses qui pourraient être faites là aussi pour piloter la demande sans que ce soit du contrôle social du type qu'on pourrait avoir dans un état totalitaire. Non, on parle pas du tout de ça en fait. Et donc là, avec tout ce que je viens de te dire, si on est à 60% d'énergie renouvelable, pas de souci en fait. On pourra se passer probablement d'énergie fossile. Donc ça, c'est pas un problème. Et puis en fait, la question, c'est si on veut viser le 100% d'énergie renouvelable. Et alors là, dans le 100% d'énergie renouvelable, il y a beaucoup de caricatures aussi, parce que beaucoup se sont concentrés sur dans les scénarios RTE, en fait, ce qui est prévu, c'est d'avoir plusieurs dizaines de gigawatts de centrales à gaz qui seraient installées pour jouer ce backup dans les semaines où on n'a pas de vent, pas de soleil. Parce qu'en fait, la difficulté qu'on va avoir, c'est ce que je t'ai décrit là, par exemple avec les batteries, avec l'hydroélectricité, ça permet de gérer quelques heures, quelques jours sans vent ou avec peu de soleil. Mais parfois, on peut avoir 1 à 2 semaines où on a très peu de vent et le soleil n'est pas suffisant pour gérer la demande. Et donc, toute la difficulté qu'on va avoir, c'est comment on va gérer ces quelques semaines. Et donc, dans les scénarios 100% NR, ces semaines-là, on les gère avec effectivement des centrales à gaz, mais qui seront utilisées en fait quasiment que pour ces semaines-là. Et donc, il y a en fait, en fonction de ce qu'on veut chercher à faire dire à ces scénarios, il y a deux visions. Il y a ceux qui vont regarder uniquement en fait la capacité à gaz qu'on va installer, c'est-à-dire 30 gigawatts, et puis il y a ceux qui vont plutôt regarder en fait la quantité de gaz qui est utilisée et qui est en fait très très faible. Par exemple, aujourd'hui, dans nos systèmes avec du nucléaire et l'hydroélectricité, en fait, on utilise encore beaucoup de gaz et beaucoup de charbon. Alors, beaucoup moins, vraiment beaucoup moins que la plupart de nos voisins européens. Mais pour autant, on est très loin du 100% bas carbone. L'an dernier, on a quand même utilisé 10% de thermique fossile, donc essentiellement du gaz, du fioul et du charbon. Et puis, les années où on en utilise le moins, c'est aux alentours de 6%. Dans les scénarios 100% NR, que ce soit ceux de RTE ou ceux de l'ADEME, on est plutôt aux alentours de 3% de thermique. Donc ça veut dire que malgré cette intermittence, comme on dit, on arriverait quand même, dans ces scénarios-là, à consommer moins de gaz que ce qu'on consomme aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'on est dans un mix bas carbone.
Donc on voit bien que le sujet, Ok. c'est pas vraiment le backup fossile. Après, la question, c'est effectivement le financement de ce backup, c'est-à-dire que pour bien comprendre en fait ce qu'il y a derrière ces enjeux-là, c'est que quand on va pas avoir de vent ni de soleil, eh bien effectivement, il va falloir déployer une forte puissance pendant un faible temps. Donc c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des scénarios avec par exemple 30 gigawatts de centrales thermiques. Mais ce qui va compter, c'est pas au final le fait que ces centrales thermiques soient présentes, mais plutôt la quantité d'usage qu'on va avoir de ces centrales thermiques. Et si on développe suffisamment l'éolien et le photovoltaïque, ces centrales thermiques seront faiblement utilisées. Sachant que quand on construit une centrale thermique à gaz, la centrale thermique à gaz ne coûte pas si cher que ça en fait. Ce qui coûte cher dans une centrale thermique, c'est plutôt le combustible. Et puis pour finir sur cette question-là, vu qu'on parle quand même de quantités qui sont faibles à 3% de la production d'électricité, ce qui est prévu dans les scénarios RTE, qui sont bien 100% énergie renouvelable, c'est que ce gaz soit décarboné. Ce qui est tout à fait possible, par exemple, ce gaz, ça pourrait être du biogaz. Ça pourrait aussi être de l'hydrogène. C'est-à-dire que l'été, quand on a beaucoup de soleil et un peu de vent, ben, on va pouvoir, par exemple, utiliser nos surplus de production d'électricité pour fabriquer de l'hydrogène, qu'on pourrait ensuite stocker ou transformer en méthane pour ensuite le réutiliser dans des centrales à gaz. Donc ça, aujourd'hui, on ne sait pas encore quelle quantité de centrales à gaz on aura besoin d'ici 2050, parce que ça dépendra en fait. Si on arrive à construire nos EPR, on n'en aura peut-être pas besoin. Mais si le programme EPR2 échoue ou prend du retard, on en aura probablement besoin. Parce que en l'absence d'une base nucléaire suffisamment forte, il faudra quoi qu'il arrive avoir des flexibilités pour les semaines sans vent ni soleil. Et donc là, tout l'enjeu, ça va être ces flexibilités, s'assurer que derrière, on émette le moins de CO2 possible pour ces flexibilités. Ben déjà, merci pour toutes ces clarifications. Honnêtement, c'est bien plus clair déjà de comprendre, comme tu disais. Tu vois, enfin, merci pour cette masterclass. Merci pour cette masterclass, Damien. Ça, Non, vraiment pour comprendre vraiment le. J'espère que c'était clair parce que c'est quand même un sujet complexe pour le coup. C'est un sujet, comme tu dis, très complexe. Donc c'est pour ça que je me suis permis de pas te couper pendant cette partie-là, parce que déjà c'était très clair pour comprendre qu'en effet on n'est pas sur, même s'il y a des scénarios à 100% et que ces scénarios à 100% sont faisables d'un point de vue technique pour ne pas arriver à du blackout. La plupart des scénarios sont des scénarios avec une plus faible quantité, disons, d'énergie renouvelable, avec une autre type du coup d'énergie qui vient compenser pour la création d'électricité, et donc de se retrouver à ne pas avoir de blackout concrètement en France. Donc j'imagine le nucléaire, et donc tu disais le gaz potentiellement décarboné, etc. À terme. Donc déjà merci pour cette compréhension au global, mais sur du coup là on comprend le sujet de la France, on comprend que les prévisions se basent sur ça, et on comprend pourquoi elles se basent sur un mix, disons, entre du nucléaire, de l'énergie renouvelable et des énergies, disons, autres qui viendraient du coup compenser pendant les flux quand il y aurait pas assez, disons, d'énergie disponible. Sur les autres pays, quand on pense à je sais pas, à l'Allemagne, etc. Donc ça veut dire quoi, l'Allemagne? Alors, c'est-à-dire que l'Allemagne a décidé donc d'arrêter le nucléaire il y a quelques années, donc à compenser par du charbon pour lui donner du coup cette énergie-là, en parallèle à développer des énergies renouvelables, donc s'est retrouvé à avoir un mix plus carboné qu'avant. C'est Alors, ça en gros la logique derrière. Enfin, ouais, là pour le coup c'est faux pour le coup, mais je vais ok, très bien. je vais Mais développer. dis-moi, ouais. Justement, je voulais savoir par rapport à l'Allemagne, Ouais, parce que c'est un exemple très concret qu'on ouais. discute souvent. On donne cet exemple-là, et par rapport aussi au global. Alors même si on va pas parler de pays par pays, parce qu'on y passerait une journée, même si ce serait très passionnant. Comment est-ce qu'on peut se situer justement avec ces énergies renouvelables, même si on comprend que il est possible d'avoir 100% d'énergie renouvelable en fonction des spécificités de chaque pays. Alors déjà pour parler de la France, nous on est un pays qui est clairement en avance sur ces sujets-là parce qu'on a une électricité qui est déjà très bas carbone, mais c'est un mal pour un bien. Alors c'est bien parce que effectivement on est déjà en avance, et c'est un mal parce que on risque en fait de se dire c'est bon, notre électricité est déjà bas carbone, et on risque en fait de ne pas anticiper la suite. Et la suite, c'est que on est face en fait à un effet falaise sur notre parc nucléaire qui vieillit,
et qui va finir par devoir être déclassé, hein, que ce soit en 2040, en 2050 ou en 2060. Il y aura un déclassement de ce parc, quoi qu'il arrive. Et si on ne l'anticipe pas, on risque de compenser par des énergies fossiles et devoir installer en toute urgence, en fait, des gigawatts et des gigawatts de centrales à gaz qui fonctionneront en base parce qu'on a pris du retard sur le développement de nouvelles capacités bas carbone, qu'elles soient nucléaires ou renouvelables. Et ça, clairement, aujourd'hui en France, on est clairement dans ce problème-là. Quand on voit, donc là, on se lance dans un programme EPR2, mais ces EPR2, ils seront probablement pas disponibles avant 2037. Et donc là, on a 15 ans, enfin 14-15 ans en fait, à attendre sans nouvelles capacités nucléaires à part peut-être l'EPR de Flamanville. Donc c'est pas pour tout de suite. Et dans le même temps, en fait, pendant ces 15 années, la consommation d'électricité va monter et la production nucléaire, en fait, elle devrait rester en fait à un niveau assez bas d'après RTE. On devrait rester aux alentours de 300-330 TWh de production. Là où dans les années, au début des années 2010, on pouvait dépasser les 400 TWh assez facilement. Et ce qui se passe en fait, c'est que notre parc vieillit, donc les maintenances sont de plus en plus longues, et donc même si on n'arrête pas de nouveaux réacteurs, hein, comme on l'a fait pour Fessenheim, qui était probablement une erreur de l'arrêter, même sans arrêt de réacteur, en fait, notre production reste faible, notre production nucléaire, et donc ce manque de production nucléaire couplé à un besoin en électricité qui augmente en fait du fait de l'arrivée de véhicules électriques et de l'électrification de pas mal de procédés industriels, eh bien, pour ça, il faut développer en fait d'autres énergies bas carbone, et les plus rapides à développer, c'est l'éolien terrestre et le photovoltaïque. Parce que l'éolien offshore, là aussi, on peut avoir un certain temps en fait avant que les projets arrivent. Et ces deux technologies aujourd'hui, on a du mal à les développer en France parce que beaucoup de désinformation, beaucoup d'opposition, et puis des démarches administratives qui sont très lourdes et qui bloquent les projets. Et donc voilà, moi j'ai quand même cette crainte par rapport à la France, c'est que on est trop confiant dans notre capacité à faire parce qu'on pense qu'on est les meilleurs, et il faudrait un peu que on se bouge un peu en fait pour éviter ça, et qu'on arrête aussi un peu de juger les autres en disant regardez comment les Allemands sont mauvais, ils font que des conneries. Il faudrait aussi être capable de se juger nous pour comprendre comment nous on pourrait aussi mieux faire de notre côté. Concernant l'Allemagne, il y a aussi là pas mal de désinformations qui sont passées, hein, dans le sens où c'est vrai que le message qui est compris par une bonne partie de la population, c'est que l'Allemagne a remplacé sa production nucléaire par du charbon. Ça, c'est faux. Pour le coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en Allemagne, la perte de production nucléaire a été remplacée par des énergies renouvelables qui ont également remplacé du charbon. Donc en fait, la production nucléaire et la production à partir de charbon, toutes deux ont diminué. Ce qui fait que, vu qu'on consomme moins de charbon en Allemagne, les émissions ont aussi fortement diminué d'environ, de mémoire, je pense que ça doit être environ 30%. Il faudrait que je vérifie le chiffre. Mais il y a quand même une forte diminution des émissions, mais en fait, l'Allemagne part de très loin. C'est-à-dire que là où dans les années 2000, la France était déjà avec une électricité bas carbone, l'Allemagne était peut-être à 700 grammes CO2 par kilowattheure. Et aujourd'hui, elle est peut-être aux alentours de 500. Donc, on parle en fait d'un pays qui part de très loin, et qui, en plus en fait, donc de devoir gérer une transition complexe, c'est ajouter des bâtons dans les roues en sortant peut-être prématurément du nucléaire. Ça aurait été plus simple pour l'Allemagne si l'Allemagne avait conservé son parc nucléaire. Effectivement, la production à partir de charbon aurait diminué d'autant plus vite. Mais pour autant, c'est là où je voulais te corriger, c'est que la production à partir de charbon a quand même diminué. Parce que elle a été plus que compensée en fait par la production d'énergie renouvelable, qui a à la fois compensé l'intégralité de la perte de production nucléaire, mais également a réussi à diminuer la production à partir de charbon. Donc oui, voilà pour l'Allemagne. Le nucléaire en fait aurait aidé en fait à décarboner plus vite. Eh bien, si on avait gardé le nucléaire, en fait, dans cette réduction, quoi. C'est voilà, ça. Si on avait gardé le nucléaire, en fait, on n'aurait remplacé que du charbon, et pas du charbon et du nucléaire. Donc du point de vue climat, ça aurait été plus rapide. Alors aussi un autre élément, hein, c'est que l'Allemagne est allée très vite en fait au début de sa transition, et en fait a pas mal ralenti dans la décennie 2010, même si là en fait elle redémarre à nouveau. Hein. Ce qui fait que on prend toujours l'Allemagne comme un bon exemple, mais la réalité c'est que alors même qu'ils ont pris la décision de sortir du nucléaire, ils sont pas allés si vite que ça en fait, même sur les énergies renouvelables. Sachant que l'Allemagne, en plus c'est un cas particulier, le gisement d'énergie renouvelable en Allemagne est bien moindre que celui de la France. Donc nous en fait on dispose d'avantages, on va dire géographiques, qui sont bien plus importants. Par exemple, la France, c'est le premier gisement éolien terrestre d'Europe.
le deuxième gisement éolien d'Europe, lorsqu'on inclut l'offshore, parce que il se trouve que le Royaume-Uni a en fait un énorme potentiel offshore qui fait que quand on cumule offshore et terrestre, c'est le premier gisement d'Europe. Mais par exemple, là, sur l'éolien, on a un gisement qui est énorme. Sur le solaire, quand on voit la région PACA, c'est le même ensoleillement que certaines régions d'Australie. Ça, on s'en rend pas compte, mais en fait, on a des régions qui ont un potentiel qui est vraiment formidable en termes d'énergie renouvelable, avec un développement qui est pourtant très faible. Et ça, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est dommage et qu'il faudrait qu'on arrive à changer en fait dans les années à venir si on veut réussir notre transition. Et puis aussi, voilà, tu parles de l'Allemagne, mais moi c'est que cette focalisation elle commence un peu à me déranger parce que il y a vraiment, alors qu'en fait il y a plein d'autres exemples qui sont super intéressants. Je pense au Royaume-Uni par exemple. Le Royaume-Uni, eux, ils n'ont pas opposé en fait production nucléaire et renouvelable. Eux, ils prévoient par exemple de produire de créer de nouveaux réacteurs, et donc notamment il y a Hinkley Point, donc 2 EPR qui sont actuellement en construction, ils en prévoient peut-être un troisième qui est actuellement en discussion. Donc le Royaume-Uni, en fait, ce qui se passe, c'est que leur production nucléaire a quand même diminué ces 10-20 dernières années, parce qu'ils avaient des vieux réacteurs à eau bouillante qui sont moins performants en fait que les réacteurs que nous avons en France, et donc qui arrivent pas forcément à passer le seuil des 40-50 ans. Et donc, du fait de défauts sur ces réacteurs, ils ont été déclassés. Donc c'est pour ça que la production au Royaume-Uni a diminué, alors même que ce pays n'est pas anti-nucléaire. Mais pour autant, le Royaume-Uni, en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils sont quasiment sortis du charbon, alors que c'était le pays du charbon, quand même. Les premières mines à charbon, c'était quand même pas mal au Royaume-Uni. Et là, en l'espace de 30 ans, en fait, ils sont sortis du charbon. Notamment, alors, du fait, en fait, de très fortes économies sur leur consommation d'électricité, mais également d'un développement extrêmement fort de l'éolien offshore, de l'éolien terrestre, et même du photovoltaïque. Donc le photovoltaïque, la production au Royaume-Uni est à peu près équivalente à celle de la France. Pourtant, l'ensoleillement au Royaume-Uni est inférieur à celui de Dunkerque. Et nous avons Marseille qui a un ensoleillement qui est proche de celui de l'Australie. Donc voilà, certains ont réussi à vraiment utiliser leur potentiel, d'autres moins. On pourrait aussi prendre l'exemple de l'Espagne. L'Espagne, c'est un cas intéressant. Alors là, pour le coup, on est sur un pays qui est antinucléaire, mais en fait, il y a des variations en fait dans l'antinucléarisme. C'est-à-dire que, par exemple, l'Espagne, eux, leur projet, c'est on fait pas de nouveaux réacteurs. Mais par contre, au final, ils ont maintenu leur réacteur actuel en service et ils les prolongent au maximum, tout en développant à côté massivement de l'éolien et du photovoltaïque. Ce qui fait que, pareil, donc là, on est sur des pays qui arrivent à des taux d'énergie bas carbone qui sont certes toujours inférieurs à celui de la France, mais qui commencent quand même à se rapprocher de plus en plus de nous. Et puis on a un autre exemple, et c'est le dernier parce que sinon je vais en donner trop, c'est en Europe, c'est celui de la Suède. Donc la Suède, c'est un pays qui a une très forte production nucléaire, une des plus fortes au monde, qui a également un parc hydroélectrique assez important, et qui a décidé quand même de développer l'éolien, alors que déjà dans les années 2000, c'était leur mix électrique était déjà plus bas carbone que celui de la France. Mais à la différence de ce qui se passe en France, c'est que chez eux, il n'y a pas eu d'opposition nucléaire, énergie renouvelable. Eux, ils se sont dit, on va quand même faire de l'éolien, et puis si on a trop de production, on l'exportera. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce pays, on a plus de 2 fois plus d'éolien qu'en France. Et c'est devenu l'an dernier le premier exportateur d'électricité en Europe. Et ça a un intérêt parce que en pleine crise du gaz, alors que tout le monde cherchait à importer du gaz, du LNG américain ou du LNG du Qatar, eh bien les Suédois, eux, exportaient l'électricité et faisaient en sorte que on utilise moins nos centrales à gaz en Europe pour limiter nos imports, grâce à leur politique notamment de développement de l'éolien. Comme tu dis, faut pas être trop confiant, comme tu le disais au début, et prendre l'exemple sur ce qu'a pu faire la Suède ou d'autres pays pour compenser et voir venir, parce que comme tu dis, vu qu'on aura de plus en plus besoin d'électricité dans les années qui suivent, quels que soient les enjeux de sobriété qu'on arrivera ou pas à mettre en place, de toute manière, on se doit de développer davantage de filières et de pas attendre, comme on peut l'avoir en France malheureusement, un débat très binaire entre soit 100% nucléaire, soit 100% énergie renouvelable, ce qui est en soi pas
envisageable sur du 100% nucléaire, comme tu le disais, sur les prévisions RTE / ADEME qui sont bien compétentes sur le sujet, heureusement. Avant de te parler juste à la partie plus disons personnelle sur les énergies renouvelables et ce qu'on peut faire nous de notre côté, parce qu'on en parle au tout début de notre échange, sur la relocalisation de cette filière-là. On en a parlé un peu au début, mais j'ai pas suffisamment creusé, donc c'est pour ça que je voulais y revenir maintenant. Ouais, bien sûr. Donc on disait en gros que malgré le fait que ça soit fait en Chine, majoritairement, on se retrouve avec 30 grammes de CO2 à peu près pour 1 kWh, c'est ça, hein, si je me trompe pas. C'est ça, oui. Dernièrement, c'est les derniers chiffres qu'on a effectivement pour la Chine. Ouais. Voilà. Donc sur l'ensemble, disons, du cycle de vie, en enlevant les potentiels bénéfices que pourrait avoir le recyclage par la suite, etc., le développement des technologies, mais en tout cas à date, à quel point c'est envisageable, j'imagine, hein, tu me corrigeras un peu peut-être par la suite, mais de toute façon, la Chine, de toute manière, va baisser aussi son mix, disons, va décarboner son mix, donc va se retrouver à avoir on va faire à mesure d'avoir moins de 30 grammes. Est-ce que ça a du sens de relocaliser, du coup, tout ça? Ah bah, au vu de, dans tous les cas, la stratégie le sens pour moi n'est pas le carbone. Hein. Pourquoi ? Parce que le carbone, effectivement, comme tu l'as très bien dit, la Chine va décarboner son mix et d'ici 10-20 ans, en fait, les Chinois seront tout à fait capables de produire des modules qui seront tout à fait compétitifs, en fait, avec des modules européens en termes de carbone. Non, pour moi, l'enjeu, il est plutôt d'ordre géopolitique et puis d'ordre des droits humains. C'est vrai que tout à l'heure, tu sais, on parlait des mines. Et moi, je te parlais justement que l'enjeu était plutôt au niveau de l'industrie. Quand on parle, par exemple, de polysilicium, il se trouve que actuellement, on a à peu près peut-être 40% du polysilicium fabriqué dans le monde. Donc, le polysilicium, c'est le matériau de base pour ensuite faire les wafers qu'on utilise dans les cellules photovoltaïques. 40% du polysilicium mondial provient de la province, alors j'arrive jamais à la prononcer, du Xinjiang. Désolé pour ceux qui viennent de cette région. Je dirais que c'est bien prononcé. Mais et là, pour le coup, il y a des gros enjeux de travail, enfin sur les droits humains en fait, parce que il y a une très forte suspicion que les personnes qui travaillent dans ces usines sont des esclaves. Et la difficulté qu'on a en fait quand on importe des modules chinois, c'est comment on arrive à certifier que le polysilicium ne vient pas de l'une de ces usines et que les droits humains ont été respectés. Donc, il y a toujours plein de documents qui sont fournis par les fabricants, mais est-ce qu'on est vraiment sûr en fait que on utilise bien du polysilicium qui ne provient pas de cette région? Pas forcément. Et puis voilà, la réalité c'est qu'on importe des modules d'une dictature avec laquelle on a vu ce qui s'est passé avec la Russie. Hein. On a été très fortement dépendant de la Russie sur le gaz. On a eu l'invasion en Ukraine. Là actuellement, au moment où on enregistre ce podcast, il y a des tensions très importantes dans le détroit de Taïwan. Que se passe-t-il si demain on a une guerre entre Taïwan et la Chine, par exemple? Et donc là, en fait, l'enjeu, il est d'ordre géopolitique. Et sur ce sujet, l'Europe a un gros retard. Alors, il y a une stratégie qui se met en place, mais ça ne va pas du tout à la vitesse de ce qui s'est passé par exemple aux États-Unis. Donc les États-Unis, leur réaction était très rapide. Ils ont mis en place ce qu'on appelle une nouvelle loi qui s'appelle l'Inflation Reduction Act, donc l'IRA, qui donc vise en fait une relocalisation massive, notamment sur ces technologies vertes. Et donc là, on a vu afflux en fait des investissements massifs de producteurs de cellules, modules, polysilicium qui sont allés massivement aux États-Unis. Et donc eux, en fait, on sait que dans quelques années, ils seront pas forcément entièrement autonomes sur la production de modules, mais ils seront très probablement beaucoup plus capables de résister à une rupture totale d'approvisionnement depuis la Chine que nous. Et les États-Unis sont pas les seuls. L'Inde a fait exactement la même chose. Donc a mis en place également une politique de relocalisation qui est extrêmement forte. Ce qui fait que aujourd'hui, en fait, on va avoir deux nouveaux pôles de production de modules photovoltaïques qui vont vraiment travailler sur toute la chaîne de valeur. Et l'Europe, on essaie de mettre aussi en place quelque chose, donc une alliance du solaire. Donc il y a des projets qui ont été annoncés, notamment celui de carbone. Mais moi, voilà, ce qui m'inquiète, c'est l'absence en fait de réaction équivalente en fait de l'Union européenne, dans le sens où quand en fait à côté on a
un pays comme les États-Unis qui met le paquet en fait en termes de subventions et de protectionnisme, quelle raison a un industriel européen d'investir en Europe et pas aux États-Unis ou en Inde? C'est ça la vraie question en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces investisseurs-là, ils vont pas forcément aller en Chine parce que déjà en Chine en fait, il y a déjà des propres entreprises chinoises, donc et puis il y a cet enjeu géopolitique. Donc aujourd'hui, il y a une crainte. On voit bien même Apple par exemple commence à relocaliser en Inde et arrête d'investir en Chine. Et donc là, il y a cette géopolitique, elle est bien comprise par les grands acteurs industriels. Mais par contre, la concurrence qu'on a nous en Europe, c'est pas la Chine, c'est l'Inde et les États-Unis qui, eux, pourraient en fait absorber les investissements de nos entreprises qui iraient non pas chez nous, mais en Inde et aux États-Unis. Après, c'est quelque chose qui peut tout à fait. Est-ce qu'on considère que on peut accepter des dépendances vis-à-vis de l'Inde et des USA et qu'on importe des modules depuis chez eux? Pourquoi pas? Mais pour autant, voilà, aujourd'hui, comme je disais, les volumes d'investissement qu'on voit aux USA et en Inde, ils pourraient potentiellement répondre à leur consommation interne, mais pas forcément à notre consommation de modules à nous. Donc, si on se retrouve en fait dans une situation où on est en guerre, par exemple avec la Chine, ou pas forcément nous en guerre, mais qu'il y ait une guerre commerciale, eh bien, on pourrait se retrouver en fait avec des Indiens et des Américains qui privilégient leur production interne pour leur propre marché, et nous, en fait, nous retrouver isolés avec aucune production pour nous. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu qui me paraît davantage géopolitique. Et puis aussi notre positionnement par rapport à ces questions de droits humains que juste climatique. Mais c'est lié, c'est-à-dire que si on a plus d'approvisionnement en modules, on peut rater notre transition énergétique. Voilà, j'allais te poser la question justement. C'est si on a plus du coup cet approvisionnement, c'est on rate du coup notre transition. C'est la conséquence, c'est entre guillemets uniquement ça, ou c'est une détérioration de la quantité d'électricité disponible. Alors aussi. Voilà, il y a quand même une différence très très importante à mentionner, que j'aurais dû mentionner, c'est que c'est pas la même chose que du gaz ou du pétrole. Demain, on perd notre approvisionnement avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et les États-Unis en gaz et en pétrole. En quelques mois, l'économie s'effondre parce que nos voitures ne tournent plus, nos centrales à gaz ne tournent plus, donc en fait on peut plus rien produire. La différence avec le photovoltaïque, c'est quoi? C'est que les modules qui sont déjà sur notre territoire, ils continuent à produire. Mais la difficulté qu'on a, en fait, c'est que pendant quelques années, en fait, suite à, mettons, à cette guerre commerciale, on ne pourra plus installer de nouvelles installations et réparer les installations cassées parce qu'on n'aura plus de nouveaux modules à mettre en place. Et donc, face à une telle situation, il faudrait qu'on relocalise, en fait, dans l'urgence, toute la chaîne de valeur. Et ça peut prendre quelques années, en fait. Donc, les procédures en Europe sont relativement longues. Et donc, en fait, on perdrait 3 à 5 ans, peut-être, le temps de tout relocaliser pour avoir une chaîne de production européenne. Ce qui pourrait aussi se passer, c'est que cette chaîne de production, elle se mette en place aux États-Unis et en Inde, et que ce soit eux qui nous exportent leurs modules. Mais tout l'enjeu, c'est que, là, l'enjeu, c'est vraiment qu'on prenne des leçons de ce qui s'est passé ces dernières années, notamment avec le conflit russo-ukrainien, et que, enfin, avec cette guerre en fait entre la Russie et l'Ukraine, et qu'on se dise, demain il peut y avoir d'autres chocs de ce type. Comment on s'y prépare et comment on évite de réagir dans l'urgence face à un choc qui est pourtant prévisible. Avant de passer aux questions de fin, Damien, j'avais une question plus précise sur la partie perso, parce qu'on en discutait au début de l'échange. Tu le mentionnais, donc je me permets de récupérer cette perche-là, même si c'était il y a à peu près 1 heure. Sur la partie personnelle, disons action individuelle, même si peut-être que c'était l'une de tes réponses à aux questions de fin. Désolé si c'est le cas, tu devras en trouver une autre. Non, je rigole bien entendu. Comment est-ce qu'on fait pour agir concrètement pour mettre en avant justement ce photovoltaïque? C'est quoi? C'est juste d'en installer? C'est compliqué, pas compliqué? Et est-ce que ça aide vraiment? Est-ce que ça aide vraiment? Alors là, tu penses par exemple à des installations de particuliers? Ouais, tout à fait, particulier, exactement. Alors oui, clairement, quand on fait une installation de particulier,
forcément on va consommer moins d'électricité du réseau, et donc en fait ce qui va se passer, c'est que l'électricité qu'on va produire, ça va être moins de gaz, moins de charbon qui va être utilisé soit en France soit à l'étranger, et donc il y a un vrai intérêt pour le climat de faire ce type d'installation. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est effectivement une action individuelle, mais pour moi, c'est pas forcément la plus importante, dans le sens où pour moi, le gros enjeu qu'on a aujourd'hui en France, c'est quelque part une forme de guerre d'information sur ces enjeux énergétiques. C'est-à-dire que là, c'est pas que sur les énergies renouvelables d'ailleurs, hein, c'est aussi sur la voiture électrique. On assiste vraiment quelque part presque à une campagne de désinformation qui tend en fait à nous inciter à dire que la transition est impossible. Et ce discours-là que j'entends énormément au niveau de l'opinion publique, eh bien en fait il tend davantage, je trouve, à démobiliser l'opinion plutôt qu'à la mobiliser pour agir. Et pour moi, l'enjeu majeur, en fait, hein, et c'est vrai que c'était un peu la réponse à que je voulais te donner hein, aussi pour les questions de fin, c'est de trouver des moyens d'action, de lutter chacun à son échelle contre cette désinformation et de rester mobilisé, en fait. C'est-à-dire que là aussi, il y a eu pas mal d'études hein, donc, de psychosociologues hein, sur le sujet. Si on veut réussir la transition énergétique, on ne peut pas la réussir en étant trop catastrophiste, en étant trop pessimiste. Il faut avoir un équilibre, en fait, entre quelque part une forme de positivisme et quelque part une forme de doute. C'est-à-dire la technologie, elle est bien présente et elle peut bien nous aider. Mais il faut pas non plus croire que la technologie c'est la seule solution et que en fait tout va se résoudre tout seul. Chacun à son échelle doit agir. Et lorsqu'en fait on voit des personnes qui cherchent à faire obstacle à la transition, là aussi il faut agir aussi peut-être dans le discours pour faire en sorte que ces personnes soient peut-être moins présentes dans le discours qu'on peut entendre en général. Et alors je sais pas toi ce que t'en penses aussi hein, par rapport à tout ça, mais c'est vrai que là par exemple régulièrement je vois des documentaires. Tout à l'heure on parlait du cobalt par exemple, des mines du Congo. Et donc c'est un sujet qui est vachement intéressant parce que c'est des vrais problèmes qu'il faudrait régler. Mais ce que je trouve dommage en fait, c'est que dernièrement, ces 4 dernières années par exemple, j'ai vu beaucoup plus de reportages à la télé sur le Congo que sur les exportations de gaz et de pétrole du Qatar ou la situation en Arabie Saoudite, la guerre au Yémen, alors qu'en fait, quand on utilise du pétrole, quand on fait son petit plein d'essence tous les jours, enfin chaque semaine par exemple, eh bien en fait quelque part on finance aussi cet effort de guerre et puis ces problématiques de droits humains qu'on a pu voir au moment de la Coupe du Monde au Qatar. Et quelque part, enfin quand on voit le décalage dans l'information qu'on a là en libre accès, j'ai le sentiment que de plus en plus en fait le discours nous fait dire, enfin qu'on peut entendre, c'est la transition, ça va pas fonctionner. Et ça j'ai le sentiment que ça démobilise beaucoup. Et il faut retrouver en fait un peu un message d'espoir, tout en étant suffisamment mesuré, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus dire ça va être facile. Non, ça va pas être facile. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a des technologies qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans. Et on voit que ces technologies, il y a plein de pays qui avancent extrêmement rapidement, qui arrivent à décarboner très fortement leur mix énergétique. Et il y a plein de bonnes nouvelles en fait. Et ces bonnes nouvelles, on les partage pas assez. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Honnêtement, malheureusement, on regarde souvent au mauvais endroit, et alors qu'on devrait aussi mettre en avant les bonnes nouvelles, ce que j'essaie aussi de faire via la newsletter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, je vous mettrai le lien de la newsletter hebdomadaire que je peux partager sur l'écologie notamment, complémentaire au podcast. Mais comme tu disais, c'est un exemple très clair de la manière dont il faut se comporter aussi en tant qu'action individuelle, et se retrouver à se rendre compte que ça va être difficile. Hein. On est parti dans 30, 40, 50 prochaines années qui vont pas être faciles, qui vont être challengeantes au quotidien, mais voilà, on est dans cette situation et maintenant, disons, acceptons-la. Et il faut se rendre compte aussi de ce qu'il faut améliorer, comme tu disais, sur les extractions, mais se rendre compte qu'il y a aussi l'autre penchant à côté, des méfaits du thermique ou autres, et des choses qui sont peut-être plus méconnues ou moins regardées en ce moment, malheureusement. Donc merci. Je vais rester sur cette note-là, parce qu'en effet, je suis totalement d'accord sur cette thématique. Je te propose de passer aux questions de fin, Damien. Ça marche. En commençant par déjà, je voulais te remercier
pour tout ce que tu as pu nous partager avant de passer à ces questions-là. Première question, Damien, est-ce que tu as un contenu à nous partager qui t'a marqué? Ouais, alors je pensais à un livre euh, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui est pas vraiment en fait lié en fait directement à la question de la transition énergétique, mais qui apporte des éléments qui sont intéressants sur ce sujet. Donc c'est un livre qui s'appelle Influence et manipulation, la psychologie de la persuasion, de Robert Cialdini. Et donc Robert Cialdini en fait c'est un sociologue qui est assez connu en fait pour ses travaux aux États-Unis et qui a travaillé en fait sur tous les leviers qui permettent, qui fait que on a tendance parfois en fait à faire des choix un peu automatiques sans s'en rendre compte parce qu'on est manipulé par le contexte autour de nous. Et donc ce qui est intéressant, bah déjà en fait pour n'importe quel type de lecteur, c'est que ça permet de comprendre comment on peut se faire manipuler bêtement euh, dans la vie de tous les jours en fait, hein, quand on est dans un magasin, quand on est face à un vendeur, mais pas seulement. Mais ça permet aussi de donner des exemples sur le sujet de l'environnement et de la transition énergétique. Parce que dans le livre, en fait, il y a quelques petites astuces qui sont données sur des enjeux environnementaux. Par exemple, à un moment donné, il présente une expérience qu'il a menée, en fait, avec des fournisseurs d'énergie en Californie, avec lesquels, juste avec un simple message, il arrivait à faire diminuer la consommation d'énergie des personnes de plusieurs pourcents. Et parfois, en fait, cette diminution, donc cette sobriété qui était créée par ce message, elle pouvait durer plusieurs mois, plusieurs années. Et donc, en fait, vu qu'on est souvent dans un milieu où il y a beaucoup d'ingénieurs, où c'est quand même très très technique, j'ai le sentiment qu'on oublie aussi souvent cet aspect sciences humaines qui, en France, manque de légitimité, hein, parce qu'il y a beaucoup cette opposition, les sciences dures, c'est les vraies sciences, et puis les autres, c'est pas terrible, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu énervé, parce qu'en fait, il y a la science, quoi, en fait. La science, c'est pas juste l'ingénierie, l'astrophysique ou la physique. Non, non. Il y a aussi les sciences humaines et c'est une composante qui est vraiment essentielle et qu'on ne peut pas ignorer et qui est souvent ignorée en fait dans les problématiques environnementales et qui peut mener en fait à des échecs énormes en fait. Parce que si on comprend pas les enjeux humains qui sont liés à la transition, on peut pas réussir. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens? Bah, bon, du coup, je l'ai un peu donné. Hein, pour moi, c'est vrai que l'action principale, c'est effectivement euh, dans les discussions qu'on peut avoir tous les jours. Penser un peu en fait à certains messages plutôt d'espoir et arrêter en fait tous ces messages négatifs autour de la transition, éviter ce catastrophisme. On sait que la situation elle est mauvaise, hein, personne ne dit le contraire, mais euh, l'idée, si on veut vraiment que les choses s'améliorent, c'est aussi quand même d'avoir un certain message d'espoir et de voir aussi les choses du bon côté. C'est vrai que surtout depuis le Covid, hein, on est quand même pas mal présent sur les réseaux sociaux, etc. Et on peut y observer comme un vrai biais de négativité. C'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup réagir sur les informations les plus négatives et à beaucoup ignorer les informations positives. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais, je pense, pour la transition, parce que si on se concentre uniquement sur le négatif, en fait, on va démobiliser les gens. Et donc ça, il n'y a pas de solution miracle. Déjà, je pense qu'il faut que chacun prenne conscience, en fait, de cette problématique-là, euh, et fasse son petit chemin intérieur, euh, pour lui-même être peut-être moins exposé à ce biais de négativité. Mais c'est vrai que ça dénote quand même un problème plus profond. Hein. Et c'est vrai que je pourrais recommander un deuxième contenu du coup, hein, qui est Bien sûr. Toxic Data de David Chavalerias, donc qui est un directeur de recherche au CNRS qui travaille beaucoup donc sur la complexité des systèmes et notamment qui a beaucoup travaillé sur les enjeux liés à la désinformation sur les réseaux sociaux. Et donc lui en fait à la fin de son livre, donc déjà en fait son livre c'est vraiment je vous recommande vraiment, pareil, sur la société, c'est très intéressant de le lire parce que il explique beaucoup, en fait, de phénomènes qui sont passés ces dernières années avec le développement des réseaux sociaux et sur comment ceux-ci ont été utilisés, que ce soit par l'alt-right américaine ou par le groupe Wagner en Russie, hein, qui a mené des campagnes de désinformation massive, que ce soit aux États-Unis ou même en France. Et ça, en fait, ça a des impacts sur l'opinion. Et puis, en fait, ces sujets-là, on les retrouve aussi sur la transition énergétique. Et donc il y a des solutions qu'on peut avoir soi-même, je pense, mais aussi à terme en fait il faudrait qu'on arrive à modifier quelque part que ce soit les algorithmes des réseaux sociaux ou qu'on mette en place quelque part des nouvelles règles au niveau collectif pour que on soit moins influencé quelque part par tous ces biais négativités qu'on peut avoir et puis aussi par toutes ces campagnes de désinformation qu'on peut avoir sur ces sujets.
Je mettrai bien entendu les liens de ces deux livres dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu pourrais recommander dans le podcast? Alors, je pensais à Karim Megarbi, qui est un collègue de LinkedIn, hein, qui travaille beaucoup dans le domaine des énergies renouvelables et qui pourrait, je pense, compléter le point de vue que j'ai donné ici. Au top, bah, du coup, je contacterai Karim, bien entendu, pour être complémentaire, parce que c'est un sujet qui se doit d'être mieux compris. Donc déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Et il y a le photovoltaïque, il y a l'éolien, il y a beaucoup de sujets qui doivent être discutés et compris pour se faire un avis déjà, et pour arrêter de véhiculer de temps en temps la désinformation, même si elle n'est pas voulue initialement. Donc Tout à fait. c'est important d'aller plus profondément sur ces thématiques-là. Damien, si on souhaite te retrouver, où est-ce qu'on peut le faire? Alors, je suis présent sur LinkedIn et Twitter, essentiellement. J'ai aussi un blog. Vu que je vais te partager des liens tout à l'heure pour Oui. l'étude RTE et l'étude ADEME, ce sera probablement des liens vers mon blog. Parce que c'est quand même des études qui sont assez complexes à lire au premier abord, donc ce que je te propose, c'est que je t'enverrai un lien vers mes articles qui permettent un peu de les vulgariser, et en fait dans ces articles-là, il y a les liens vers les études. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, ils pourront aussi voir les études elles-mêmes. Je suis bien d'accord, ça permettra d'y aller progressivement, on va dire. Je vous recommande vraiment de suivre Damien sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, etc. parce que c'est une vraie source d'inspiration, de compréhension pour prendre du recul sur le quotidien, comme on a pu le faire aujourd'hui via cet échange. Donc merci beaucoup Damien pour ton temps aujourd'hui, vraiment, et à très bientôt. Merci à toi. Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là, et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite.